Salut à tous, on est de retour, c'est Bismart, on est reparti pour une nouvelle heure de débat. On va démarrer avec l'ensemble des questions énergétiques, voire électriques. Je vous offrirai une petite défense de Jean-Bernard Lévy, patron d'EDF. Et puis, des éléments quand même, tiens, un compte public, ambiance de rentrée. On en parlait, on en disait quelques mots hier. Je voudrais faire réagir aussi mes invités, le retour des PGE, des URSSAF, choses comme ça, enfin bref. Plein de petites choses encore dont nous allons débattre avec passion. C'est parti, c'est Bismart. Et donc, autour de la table, Anne-Sophie Alsif. Salut Anne-Sophie, chef économiste BDO. Jérôme Dédéian. Salut Jérôme, fondateur, entre autres, de RS Group. Non, mais RS, mais c'est mon partenaire patrimoine. Je ne savais plus dans quel sens il fallait le mettre. Et Nicolas Dueb. Salut Nicolas. Président fondateur d'Alchimie. Je vais juste ouvrir la parenthèse tout de suite, comme ça, je ne sais pas si vous me suivrez là-dessus. J'ai été scandalisé par les propos d'Emmanuel Macron hier, accusant en fait Jean-Bernard Lévy de conduite inacceptable et en gros lui irresponsable ouais. Et lui faisant porter la responsabilité de ce qu'il faut bien appeler notre désastre nucléaire. J'ai été ça m'a scandalisé. Je vais vous laisser juste un truc parce que donc c'est 450 000 € par an de diriger EDF. Tout ça donc pour, à la fin, se faire traîner dans la boue par le président de la République. Bon, on a la présidente de la RATP qui a démissionné pour aller s'occuper de ses parents. On en reparlera d'ailleurs demain, etc. Enfin, voilà. À un moment, il y a aussi peut-être des questions à se poser sur qui va aller diriger ces entreprises. Enfin, EDF, c'est quand même un truc de dingue, quoi, à diriger. Le risque nucléaire, c'est un truc de dingue à assumer. Enfin, voilà. Nicolas, visiblement, ça t'a touché aussi. Moi, ça m'a vraiment choqué. En fait, le mot irresponsable m'a choqué. D'abord, en fait, Jean-Bernard Lévy, je ne le connais pas personnellement, mais c'est quand même un grand commis de l'État. Il a toujours été engagé dans ses boîtes. Et puis, quand on gère une boîte comme EDF, dont l'actionnaire est l'État, et qu'on est extrêmement attentif ou soucieux de son actionnaire, comme l'a toujours été Jean-Bernard Lévy, comme il a été chez Vivendi précédemment, on sait très bien qui décide. Et en l'occurrence, au début du premier mandat, enfin Macron décidait tout, a tout décidé. Donc Fessenheim, c'est lui qui l'a décidé. On le sait qu'il l'a décidé. D'ailleurs, Elisabeth Borne était très fière de venir sur les plateaux télé pour expliquer qu'ils tenaient le programme, qu'ils tenaient leurs engagements, qu'ils allaient réduire à 50% la part du nucléaire dans le parc électrique. Donc ils l'ont assumé fièrement à ce moment-là, même si ça avait été décidé avant. Mais là, de venir, alors qu'on aimerait juste quand même à un moment donné une sorte de mea culpa sur le manque de vision, le bidouillage électoral qu'il a mené, ce qui aurait été d'ailleurs plutôt à son actif, mais fait ça faire cette sortie humiliante. Mais on n'oserait pas la faire avec le pire des stagiaires dans nos boîtes, quoi. Pour quelqu'un de ce niveau-là. Alors que tout est écrit, la loi dit encore qu'on va fermer 12 réacteurs, tout est écrit. Je trouve que c'est complètement aux antipodes sur le fond et puis surtout détestable sur la forme. Et moi, ça me laisse un peu pantois. Alors, j'avais pas vu encore le côté de qui on va attirer pour pouvoir faire ces jobs-là, mais c'est vrai, c'est un bon point parce qu'au bout d'un moment, on n'a plus que des gens qui vont être pas au niveau. Et là, Jean-Bernard Lévy, c'est quand même du XXL, quoi. Et puis, je ne sais pas, chef d'entreprise, en termes de risque à porter, le nucléaire, je sais que tu n'as pas au-dessus, quoi. Voilà. Non, tu n'as pas au-dessus. Et puis le champ de contrainte est considérable. Ce que tu vis quotidiennement, c'est une seringue. Faut être vraiment très très fort avec les épaules hyper larges pour être capable d'avaler ça. Moi, j'attends pas de mea culpa parce que tu sais ce que disait Sarkozy. Il disait n'avoue jamais si tu as fait une bêtise. En politique. C'est Bernard Tapie qui disait ça. Je suis il a refait son compte. On peut dire. Ça va. Enfin, en tout cas, n'avoue jamais est-ce que tu as fait une bêtise, mais au moins profil bas. Au moins, parce que programmation pareille avec l'État dans le capital, on sait très bien que on a beaucoup reproché à EDF de ne pas avoir provisionné le coût du démantèlement avec le dividende que l'État lui demande, même quand ça perd de l'argent. Quand ça perdait de l'argent, on sait bien que ce jeu de contraintes, c'est vraiment l'État qui décide depuis le début. On demande à l'État d'avoir une vision long terme. Là, il y a défaut manifeste de cette vision long terme quand on regarde la situation énergétique dans laquelle on se trouve. Donc on attend au moins le profil bas et puis travailler sur ce qu'on peut sauver plutôt que essayer de se refaire la fraise en tapant sur un dirigeant qui finalement, dont le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il a
endossé les décisions de l'État avec lesquelles il n'était pas forcément d'accord, il est resté en poste, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est une question, effectivement. C'est une question. Anne-Sophie. Je serais la nuance, comme toujours. Vas-y, Anne-Sophie. Non, c'est vrai que, mais on le voit, tout le champ lexical de rentrée, c'est très trouver toujours un coupable pour expliquer la situation conjoncturelle quand même très dure sur l'énergie. Donc, d'un côté, c'est les super profits. Là, ensuite, en effet, c'est sur des personnes spécifiques, toujours dans le secteur. À mon sens, ça va continuer parce qu'on est quand même sur des postulats purement politiques, en termes de langage. Donc voilà, à mon sens, il ne faut pas le voir comme une attaque vraiment sur la personne, mais plus parce qu'on est dans une posture politique, et après tout le champ lexical de la fin de l'abondance, de la fin de la récréation, que ça va être difficile, qu'il va vouloir faire des efforts. Il faut essayer de dire, voilà, il y a plusieurs acteurs qui sont responsables de ça. On n'est pas les seuls, et donc, en effet, on distribue les points, et chaque semaine, il y a une nouvelle personne. Après, le problème, c'est que sur le fond, ça ne règle pas. Donc c'est ça toujours qui est un petit peu dommage. C'est un peu contradictoire, Anne-Sophie, si je peux me permettre. Tu ne peux pas d'un côté, et effectivement, c'est intéressant, parler fin de l'abondance, etc., la grande bascule, je crois que c'est ça qu'il dit, la grande bascule, et d'un autre côté, désigner un gars. Non, mais là, il désigne, comme on le voit depuis la rentrée, il n'y a pas que lui qui est désigné. On a les énergéticiens, on a le fait qu'il n'y a pas eu d'anticipation alors qu'on a parlé d'une planification et qu'il n'y en a pas. On parle de l'industrie qui devait faire une conversion et voilà, on attend que ce soit plus rapide. Donc, on voit que la situation est compliquée parce qu'on s'est dit, voilà, pour la transition, on aura plus de temps et entre guillemets, on aura encore une bonne année, c'est l'année prochaine que ça va jouer. Et on voit que c'est beaucoup plus difficile avec en plus des risques, on l'a vu cet été, qui sont beaucoup plus importants. Donc là, en effet, je ne vais pas dire que la maison brûle, mais c'est un petit peu ça. Et donc, on déploie tout un champ lexical en disant, voilà, qui est la victime, qui est le coupable. Et dans le fond, le problème, c'est qu'on ne règle pas les Ah, ça c'est clair, ça c'est clair, on ne règle personne en trouvant un bouc émissaire, ça c'est évident. Et c'est toujours là, c'est la chasse au bouc émissaire. Je suis d'accord avec Anne-Sophie, au lieu de dépenser 80% de l'énergie de com à trouver des responsables et 20% sur mettez le chauffage à 19, on aurait mieux fait de consacrer 100% à la chasse au gaspillage. Mais ça, au moins, ça aurait été on en parlait utile. au printemps dernier. Oui. On en parlait au printemps dernier. On sent les gens, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour nous dire? Des lois ont été votées, donc il n'y a pas besoin de ravoir des débats, de ravoir des choses. Il y a déjà des lois qui ont été votées, on voit les autres pays européens le font, au niveau de la température, au niveau du fait d'éteindre les enseignes. Enfin, il y a des choses tout à fait concrètes. Attends. Qu'est-ce qui provoque cette colère-là du chef de l'État? C'est que Jean-Bernard Lévy a eu l'outrecuidance de lui rappeler que la loi votée, la loi en vigueur prévoit toujours de fermer 12 centrales nucléaires. C'est vrai qu'on est dans une séquence. Jean-Bernard Lévy intervient à l'AREF, au MEDEF, devant la ministre Pannier-Runacher, et explique de façon factuelle comment, quand on gère une boîte... Exactement. L'actionnaire a demandé de fermer. Donc à ce moment-là, bien évidemment, vous ne faites pas des plans de recrutement et des plans de formation pour pouvoir avoir des soudeurs, etc. Puis là, du jour au lendemain, on dit maintenant, il faudrait... vous ne nous avez pas dit que... oui, mais c'est pour ça qu'on n'est pas dans une logique économique, on est dans une logique politique où on a là une difficulté parce qu'on voit que, et à mon sens, même avec une politique monétaire moins accommodante, l'inflation va durer d'une manière structurellement haute, et si ce n'est pas le pétrole qui baisse, ce sera l'électricité qui va le rester, et donc on est dans cette situation, et politiquement, cette situation, il faut la vendre. Donc ça, c'est excessivement compliqué parce qu'on sait que malgré toutes les aides, on ne pourra pas voter des paquets de 20 milliards tous les 3 mois, eh bien il va y avoir des difficultés et des vrais impacts dans les comportements. Il a quand même été très marqué par la crise des Gilets jaunes, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc bien évidemment que ça va continuer et que dans 2-3 semaines, il y aura un nouvel acteur qui sera, à mon sens, sur au pilori. Donc voilà, c'est ça. Tout le monde tous aux abris, quoi, les gars. Et je surveillais parce que l'autre jour, j'ai fait le pari sur un plateau que le paquet d'aides qu'on a prolongé jusqu'en décembre, durerait en 2023. Et ça y est. Oui, bon là, c'était pas une... on y est, les arbitrages sont en cours, ils sont en train de rendre les arbitrages pour savoir comment ils prolongent en 2023. Comment ils prolongent dans Ouest France hier. En 2000... Oh, si c'était dans Ouest France, alors. Ah, mon vieux, si c'était dans Ouest France, tu vois, là, on s'incline. Mais on fera les comptes publics. Après, restons sur l'électricité. Donc, on a cet accord, ce dispositif d'entraide franco-allemand. Donc on est au bout de l'absurde. Non, mais on est au bout de l'absurde. Donc on leur file du gaz si jamais. Donc eux, les paraplégiques se donnent la main, quoi. Enfin, attends, je veux juste expliquer très très vite. Donc les Allemands sont on l'a beaucoup dit, imprévisibilité totale sur le gaz. Ils n'ont pas de terminal méthanier pour aujourd'hui prendre du gaz naturel liquéfié. Donc les Français, eux, en ont. Et puis Total est en train en plus d'en construire un flottant au large du Havre. Donc on leur file du gaz. Et en échange, comme nous, on est un peu mal avec notre appareil électrique, on va avoir les belles centrales à charbon allemandes qui, si jamais on a un peu de tension électrique, nous donneront de l'électricité.
Ce que je remarque quand même, surtout sur l'économie et les finances publiques, pendant des années, on a vraiment loué le modèle allemand. Et là, il faut quand même... Là, il lâche 63 milliards. Il lâche 63 milliards, mais surtout la crise énergétique, une grande partie, c'est dû à la politique allemande de 20 ans qu'on paie concrètement. Donc c'est vrai que mais qui n'a rien à voir avec les déficits publics, pour le coup, Anne-Sophie. C'est des choix... Si, ça a à voir avec les déficits publics. Le fait que l'Allemagne ait voulu et préféré se désendetter plutôt que d'investir dans le 5G, dans l'investissement et dans la transition écologique, comme il l'avait dit, ça a à voir tout le temps. Donc on ne peut pas, en effet, beaucoup de plateaux, dire voilà, la doxa allemande des finances publiques parfaites, ce qui est vrai, et de dire que l'impact, ça a été un sous-investissement structurel, notamment dans la politique énergétique, qu'aujourd'hui, tout le monde paie. Donc ça, il faut être quand même très clair là-dessus. Si. Et pour être d'ailleurs très précis, le problème qu'ils ont au pugilat par rapport à ça. Absolument. C'est pas que dans l'énergie, c'est également dans le numérique. Mais dans l'énergie, la crise numérique après. Dans l'énergie, et pour être très précis, il y a eu un plan éolien massif. Mais sur les côtes du nord de l'Allemagne, le problème c'est que la Bavière est la terre industrielle au sud, et donc c'est sur les réseaux en fait qu'il y a eu un sous-investissement qui leur pose aujourd'hui problème. Le terme de diversification, c'est ce qu'ont fait les autres pays. L'Allemagne aurait pu se diversifier et ne pas rester excessivement proche de son ami russe en étant une dépendance totale. Certes. Ça a été un choix politique, ça n'a pas du tout été un choix économique, et les autres pays n'ont pas forcément fait ça. Donc ça, il faut aussi le reconnaître à un moment. Il y a deux façons de voir le truc. Soit tu dis c'est vraiment insupportable, c'est encore à l'échelle européenne cette fois-ci, l'absence de capacité de pensée long terme de nos dirigeants. Soit tu te dis c'est un exemple flagrant qu'on peut trouver un deal franco-allemand structurant tu as raison. qui risque d'irriguer l'Europe en face d'une situation de crise. Et donc je préfère le voir comme ça. Parce que je suis un incorrigible optimiste et que je me dis qu'avec un peu de chance, on va réussir à passer l'hiver et qu'après, on va relancer un plan d'infrastructure européen qui va peut-être nous foutre dans la merde sur les émissions de CO2 pendant des années parce qu'il va falloir démarrer des centrales à charbon un peu partout pour tenir le coup, mais qui nous donnera peut-être un mix énergétique européen convenable avec des interconnexions meilleures. On sait que les interconnexions franco-allemandes entre les réseaux d'électricité sont les meilleures d'Europe. On est par exemple très peu ou mal interconnecté avec l'Italie. Il va peut-être y avoir enfin l'idée que c'est à la fois de la production et de la distribution, et que sur cette distribution, si on s'interconnecte, on a une petite Nicolas, chance. la parole, mais Anne-Sophie n'est pas d'accord. Vas-y, Anne-Sophie. Et donc de stabiliser les prix pour les consommateurs, entreprises et particuliers, ce qui est quand même l'objectif à terme. Ça, ce serait quand même dans le meilleur des mondes. Mais là, ce qui est très intéressant dans la situation, c'est de voir justement les choix des pays. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'Allemagne, c'est qu'en effet, là, on joue collectif parce qu'on est en difficulté. Sur l'armement, ça m'étonne que personne n'en parle, mais où, par rapport à l'armement, l'Allemagne va se fournir? Est-ce que c'est en Europe ou c'est par rapport à la France, qui est quand même son voisin, et nous, on est quand même bon dans ce secteur-là? Non. Est-ce qu'il y aurait un autre pays comme les États-Unis ou la Chine qui ne ferait pas et qui ne jouerait pas le jeu de ses voisins pour justement être fort par rapport aux autres blocs? On est les seuls à ne pas le faire. C'est-à-dire que quand il y a une crise, on est amis, et dès que c'est fini, hop, tout seul, on va voir qui de droit pour essayer de faire nos commerces et faire nos traités. Alors que les autres ne le font pas. Et ça, c'est le gros problème, parce que la crise énergétique qu'on a actuellement, c'est parce que justement, on a eu cette politique pendant 20 ans. Anne-Sophie, d'accord, sauf que les investissements en jeu sur des infrastructures lourdes comme celle-là, où on a de toute façon besoin du public et du privé. Il n'y a pas un opérateur privé qui va mettre tout le pognon avec tous les risques de marché, quand en plus tu sais que le régulateur peut venir foutre le bordel dans ton calcul économique initial. Et donc, dans des plans d'infrastructure comme ça, il y a une petite chance pour que de cette crise sorte quelque chose de plus stable. Voilà, c'est ma façon d'être un incorrigible optimiste sur ces sujets, même si évidemment, comme tout le monde, je me dis à quoi servent-ils les politiciens s'ils raisonnent à 48 heures alors qu'on leur demande de raisonner à 48 ans, quoi. Nicolas. Là, on a un débat qui est dans un cadre, qui est le cadre de la guerre. Et moi, si tu m'autorises, j'aimerais bien quand même poser la question de jusqu'où faut-il que ça soit notre guerre? Parce qu'à un moment donné, quel est notre intérêt? Quand Poutine envahit l'Ukraine, c'est un fait. Poutine est sûrement un dictateur, c'est aussi un fait. Maintenant, on va se fournir en gaz au Qatar ou en Arabie Saoudite, qui, d'après moi, ne sont pas forcément des modèles... L'Arabie Saoudite, pas en pétrole aussi, et des modèles de démocratie et d'épanouissement pour les femmes. On se retrouve à acheter du gaz aux Chinois qui sont fournis en Russie, qui sont dans une décélération, donc on leur rachète. Tu vas en venir où, Nicolas ? À un moment donné, quel est notre intérêt aussi de poursuivre et d'attiser la guerre? À un moment donné, recherchons aussi la paix et essayons d'arriver à se mettre, parce qu'on est dans une posture extrêmement arrogante,
alors qu'on n'a pas les moyens de se battre. Que les Américains le fassent avec l'OTAN, j'entends bien. De toute façon, ils sont indépendants énergétiquement parlant, complètement. Donc, ils n'ont aucun impact. Mais nous, on ne l'est pas du tout. Donc, on est en train d'agresser le plus fort de la cour. Comment ça, d'agresser? Enfin, on n'agresse personne. Là, juste on dit, on va essayer de faire en sorte de pas trop, de limiter les finances qu'on peut apporter à sa machine de destruction massive. On met de l'eau sur le feu, de l'huile sur le feu. On y envoie des armes, on continue à mettre une rhétorique qui est quand même qui est sur la guerre. Et je ne vois pas rien faire. Comment? Il faudrait rien faire. À un moment donné, on peut trouver aussi des solutions diplomatiques. Mais il n'y a pas on est obligé, on ne peut pas de toute façon être ami avec tous les dictateurs de la Terre, mais on ne peut pas non plus faire la guerre à tous les dictateurs de la Terre. Mais c'est pas nous qui avons fait la guerre, c'est lui. Mais celui-là, il est là. Mais pour le moment, on l'entretient. On l'entretient. On l'entretient, on résiste quoi. Mais on n'a pas on fait des mesures de rétorsion qui n'ont aucun impact. Tu rigoles. Et qui, non, on est à 9%. Ah non, alors ça c'est un truc. D'ailleurs, on fera une émission là-dessus. Mais la Russie va finir à genoux. Mais totalement à genoux. C'est-à-dire, à un moment, il n'y a plus un avion qui décollera. Il n'y a plus un missile qui pourra partir parce qu'ils n'auront plus une seule puce à mettre dedans. Ah non, faut pas rigoler sur les sanctions. Ce discours à la noix là, en disant les sanctions en fait renforcent. Dieu sait que j'ai de l'admiration pour François Langlais. François Langlais dire ça, mais c'est pas possible. François, qu'est-ce qui t'a pris? Mais bien sûr que non. Simplement, comme pour le Brexit, c'est pas un infarctus, c'est un cancer. Exactement. C'est un cancer. Voilà, et ça va nous faire mourir. Et ça va pas nous faire mourir, ça va nous renforcer, on va sortir plus fort de cette histoire. Moi, je suis vraiment pas convaincu. Pour le moment, la phase de transition dans laquelle on est, avec nos entreprises, toutes les tensions sociales qu'on va avoir, c'est une bombe à retardement. Donc pour le moment, on distribue de l'argent à droite à gauche, mais je ne vois pas comment tu peux sortir serein de tout ça en quelques mois. C'est pas possible. Donc ça veut dire quoi concrètement? Nicolas, je vais prendre un exemple business. Ouais. Dans ton secteur, tu as un gars, là, l'un des gros acteurs du secteur, qui ruine un de tes concurrents. Bam, comme ça, il le lamine, hop, etc. Et tout. Puis après, il se tourne vers toi. Pour me laminer à mon tour? Alors, tu vas lui tendre la main? Tu vas lui faire confiance? Non, je ne vais pas lui tendre la main. Tu vas dire que tu peux mettre ton sort, parce que c'est ça que tu nous dis, entre les mains de ce gars-là, en se disant, peut-être que nous, il ne nous touchera pas, peut-être qu'avec nous, ça va bien se passer. Mais non, à un moment, tu dois dire stop. Et puis derrière, mais si tu as le pouvoir de dire ça, pour le moment, on va souffrir, voilà. On le démontre. Rien n'est démontré qu'on va y arriver. Économiquement, c'est ça le sujet. Et derrière, je comprends qu'il y a un prisme business, mais là, à un moment, il faut avoir quand même aussi une analyse géopolitique. Qu'est-ce qui se passe derrière au niveau des alliances? C'est pas juste la Russie qui est en jeu avec l'Ukraine. On a vu l'infantilisation. On a des pays qui étaient neutres qui, du coup, vont vers l'OTAN. On a des alliances militaires qui sont en train de se préparer sur les 3 blocs. On a la question taïwanaise derrière. Donc c'est pas juste l'Ukraine, oh là là, on va avoir froid et c'est fini. C'est tout derrière un ordre géopolitique qui est derrière. Et si on ne fait rien et que l'Europe est complètement absente en disant oui, mince, on va avoir un petit peu froid, donc du coup on fait rien, ça veut dire quoi demain? C'est ça la question. C'est un engrenage et c'est pour ça que je réponds à Stéphane que le problème il sera pas réglé en quelques mois. Donc ça va devenir absolument dramatique. Et tu peux pas garder tout le monde à la fois côté entreprise et côté population, parce que ceux qui ont peu de moyens vont quand même souffrir. Donc ça sera l'effet gilet jaune XXL. Et à un moment donné, ignorer qu'il y a un cadre et ne pas pouvoir débattre démocratiquement de comment on ajuste le cadre, comment on ajuste tout ça, moi je trouve ça une semi-démonstration. Jérôme, moi ma question c'est quel prix tu mets devant la défense de nos valeurs? C'est à peu près ça, parce qu'on sait que... Tu utilisais la métaphore guerrière. On est en guerre. D'ailleurs, ça a été abondamment dit par nos politiques. Et donc quand tu es en guerre, tu passes en économie de guerre. Donc on en est là. Donc il faut qu'on assume ça. Alors il se trouve que la situation est aggravée par l'inconséquence des décisions politiques à long terme qui ont été prises sur notre mix énergétique, nos capacités, etc. Mais enfin, de toute façon, quand tu es au pouvoir, tu affrontes le sujet. Et la population, il faut bien lui expliquer qu'il va falloir qu'on l'affronte, qu'on le veuille ou non, parce qu'on ne va pas résoudre le conflit ukrainien d'un coup de baguette magique, diplomatique ou pas, d'une part. Et deuxièmement, on a en face de nous ce mur énergétique à franchir. Bon. Et donc là, tu te dis, j'ai une pénurie à gérer, ou un risque de pénurie à gérer, appelons-le comme ça, pour pas être trop... Oui, citons RTE, le scénario du pire pour cet hiver n'est pas le plus probable. Mais en même temps, moi je fais la com d'RTE, je dis pas, oh là là, on va tous mourir l'hiver prochain. Non, l'interview était intéressante, c'est dans les échos et très intéressante. Bon, et donc, il faut activer, donc on voit des deals européens, Allemagne, France, plus extension à l'Europe du sujet, qui vont nous permettre, j'espère, de surmonter cette crise et d'être plus fort en sortant, parce qu'on aura mieux interconnecté, parce qu'on aura relancé les infrastructures, parce qu'on aura trouvé un mécanisme de tarification qui permet de lister... Arrête d'ouvrir des tiroirs, va au but. Tout ça est vrai. Le sujet, c'est si au cas où il y a pénurie, il va falloir rationner.
D'accord ? Et donc, moi, ce qui m'intéresse de mon politique... Non, mais attends, avant de ça, tu es d'accord avec Nicolas en disant on rentre dans une guerre dans laquelle on n'aurait jamais dû rentrer et on s'inflige des douleurs et des sacrifices. Non, je ne suis pas d'accord. Qu'on n'aurait pas dû guerre dans laquelle il fallait rentrer. Ok, on est d'accord. On doit ensuite... Enfin, on n'est pas d'accord sur ce sujet. Sur le prêt. Mais derrière, parlons du rationnement. Parlons du rationnement. Et donc, là, moi, j'attendais 100% de la com sur la chasse au gaspillage pour tout le monde, entreprises et particuliers. D'accord ? Et quand tu es en économie de guerre, c'est pas exactement la même chose, parce que là, on n'est pas occupé, on n'est pas en guerre réelle physique, d'accord ? Mais normalement, on fait tourner les usines à plein régime, et c'est la population qui trinque. D'accord ? C'est ça les guerres que nos parents ont vécues, en tout cas. Okay ? Bon, pour l'essentiel. Là, on est en train de nous expliquer qu'on attaque vachement par les entreprises, alors qu'en fait, compte tenu de l'état de nos finances publiques et de la nécessité de faire tourner l'outil productif, on devrait plutôt demander aux ménages de faire un effort. Ça pose un problème social considérable, parce que c'est les plus précaires qui vont souffrir. Et donc, tu as un sujet d'aide ciblée ou de rationnement, ou de qualification du rationnement entre les entreprises et les ménages, pour que ça porte au maximum, pour que ça pénalise le moins possible le fonctionnement de nos entreprises, donc leur capacité à produire, et donc à faire rentrer des recettes fiscales, et ainsi de suite, et pour que les ménages les plus précaires soient mieux protégés. Et le politique devrait être à fond là-dessus, plutôt que de façon incantatoire de dire il va falloir que les entreprises fassent des efforts, de laisser... Incantatoire, t'es sévère, enfin, j'ai l'impression que le truc est sacrément calibré, enfin, moi j'ai pu discuter directement avec un électro-intensif, ils ont été consultés, bien consultés, les plans sont à peu près précis, effectivement ce sera dur, tout ce qui est, tu sais, industrie du verre, etc., qui ne peut pas s'arrêter sera protégé, les télécoms protégés pour que ça ne s'arrête pas. Bon, l'effacement, puisque c'est de ça dont on va parler, il y a beaucoup d'industriels qui le pratiquent, c'est rémunérateur. Voilà, après il va falloir, et ça ce sera la réunion du 9, caper sans doute les prix du gaz, les prix de l'énergie, parce que x10, il y a évidemment les industriels ne savent pas faire. Je te trouve un peu sévère quand tu dis que, alors, tu vois, voilà. Peut-être donc tu as une lecture plutôt optimiste de ce qui va nous arriver. Non, après les avoir défoncés sur Jean-Bernard Lévy, là, moi, des échos qui me sont remontés, le job est fait et bien fait. Il n'y a pas d'improvisation sur la façon dont ça va se passer cet hiver. Voilà. Déjà, il faut quand même avoir conscience que quand on regarde les autres taux d'inflation au niveau de l'Europe, on est quand même l'un des taux les plus bas. Donc c'est vrai qu'on aime toujours se flageller quand ça ne va pas, mais ça, il faut quand même le dire. Donc les pays baltes, et notamment les pays du Nord, sont dans des situations bien compliquées. Souvent, dans ces pays-là, vous avez des taux et des emprunts à taux variables. Donc vous avez des gens qui ont des remboursements qui ont énormément augmenté, qui sont dans des situations qui sont beaucoup plus précaires que ce que peut connaître la France. Donc ça, il faut déjà quand même le saluer, même s'il y a de l'inflation et même si c'est difficile. Et puis, ce qu'il y a derrière est quand même absolument colossal concernant l'énergie. C'est vraiment la question de la dépendance. Et cette question de dépendance, je le dis, on ne va pas le traiter que sur l'aspect énergétique, ce sera sur l'aspect numérique, ce sera sur l'aspect militaire. Donc c'est ça qui est en jeu derrière. Et c'est vrai que le débat de dire « Ah, on a fait des sanctions économiques, mais à très court terme, on ne voit pas tout de suite les effets », il y a des effets. Peut-être qu'en effet, à très court terme, on s'attendait à avoir, on va dire, des conséquences beaucoup plus importantes. Mais aussi, les propos de Le Maire étaient quand même... mais on n'a pas non plus on n'a pas beaucoup d'informations. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est regarder la propagande de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que c'est ? Quand il parle de nous, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, regardez ces gens qui n'ont pas de valeur et qui donc, de fait, sont prêts à se mettre à genoux pour pouvoir tout de suite acheter sur Amazon ou pour pouvoir continuer à aller au ski ou ce genre de choses. C'est ça qu'il y a derrière. C'est ça sur les valeurs. C'est ça que moins la Chine, mais en tout cas la Russie, a derrière comme valeur en disant ils sont prêts à renoncer à tout pour cet aspect énergétique. Donc c'est beaucoup plus grave que juste les problèmes d'énergie conjoncturelle qu'on va avoir et qui vont être compliqués pour les ménages et les entreprises. C'est vraiment tout un projet de civilisation. Et c'est de dire comme ils veulent la paix pour continuer d'avoir leur mode de vie, eh bien moi j'ai une route toute droite tracée pour faire absolument ce que je veux. Et c'est ça derrière qui est en jeu. Le mot de la fin là-dessus, Nicolas. On ne va pas se mettre d'accord. Hein, non, voilà. Mais je respecte. Hein, donc le mot de la fin là-dessus, puis on va marquer une pause. Oui, non, on ne va pas se mettre d'accord. Je pense que ce que tu mentionnais, Anne-Sophie, c'est l'engrenage. C'est l'engrenage de la guerre. Et je ne suis pas sûr qu'on fasse que défendre... C'est la honte. Ce que disait Anne-Sophie, c'est ça. C'est une question de valeur. C'est la honte. À un moment, il faut que tu te regardes en face quand même. Oui, mais je pense qu'on n'avait pas honte quand on avait, si on refait un tout petit peu d'histoire, mais je ne suis pas sûr que ce soit le lieu, avec les accords de Minsk, on avait proposé des choses, on avait joué un rôle diplomatique, revenir à ça et trouver une porte de sortie. Il faut que l'autre partie veuille avoir une porte de sortie. Ça n'avait rien à voir. C'était un conflit de faible intensité. C'était le Donbass dans des tranchées. Tu t'attendais pas à des missiles de croisière sur des écoles. Tu comprends, à un moment, c'est arrête. Concrètement, il continue à avancer. Donc on va pas... Non. Visiblement non.
En tous les cas, sur le long de la mer Noire, il continue à avancer. Et puis la prochaine étape, c'est Odessa. C'est plus visiblement, ce que je commence à lire là, c'est que ça y est, ça commence à mordre. 2 semaines. À la base, il devait envahir l'Ukraine en 2 semaines. Ça commence à mordre sur son renouvellement d'armement. Mais on n'est pas expert là-dessus. Mais 2-3 papiers intéressants viennent de sortir là. Anne-Sophie, une seconde, on marque elle est encore plus optimiste que moi. Après nous avoir dit que peut-être on était en train de rebâtir la CECA sur la partie accord sur l'énergie. Communauté européenne du charbon et de l'acier, 1954. On aurait peut-être une Europe du numérique et une Europe de la défense à suivre. Ce serait quand même génial. Ce serait génial. Marque une pause. Tiens, on va parler compte public justement. On repart. Alors donc, t'en disais un mot, Anne-Sophie, les comptes publics, et je dois dire, je suis un peu tombé. Enfin, je disais, quoi qu'il en coûte, mais les chiffres là, donc, qui sont les chiffres du Trésor, ils sont où mes chiffres du Trésor? Bon 50 milliards de recettes supplémentaires par rapport au compte public à fin juillet. Donc, recettes de l'État en nette hausse par rapport à 2021, plus de 40 milliards, et 67 milliards par rapport à 2019. Et avec hausse de l'IS, sur un an c'est 16 milliards, hausse de la TVA 7,7 milliards, donc ça c'est de l'activité économique. Mais c'est du côté des dépenses que je pensais quand même qu'on avait un petit peu réduit la voilure, tu vois, ça bouge pas. 260 milliards donc sur janvier-juillet, fin juillet, 260 milliards de dépenses d'État, c'était 207 en 2019 et c'était à peu près ça en 2021. 50 milliards dépensés depuis l'automne pour l'énergie, carburant, autocompagnie. Donc, je répète, on est à... Donc, les recettes sont en nette hausse, 190 milliards de recettes, mais les dépenses ne bougent pas, et donc 260 milliards de dépenses. Oui, mais après, il faut regarder ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans, c'est arroser le sable du bouclier énergétique. Quoi. Voilà, arroser le sable, oui, tout à fait. Mais bon, en effet, ça va continuer, donc c'est une bonne mais on est d'accord, Anne-Sophie, il n'y a pas un investissement là-dedans, il n'y a pas... Non, pas du tout. Voilà, non, pas du tout. C'est une charge variable. Complètement. C'est pas très keynésien même, comme utilisation de la dépense publique pour aller au bout du truc. On est tout à fait d'accord. Je rappelle que cette année, on devait quand même avoir une reprise importante. On s'attendait à avoir 4% de croissance. On était encore sur l'après-Covid. Donc là, c'est vrai que on a quand même un ralentissement qui est beaucoup plus fort que ce qu'on avait attendu, même si on a ces bons chiffres-là. On devait avoir quand même beaucoup plus de croissance économique. Et c'est beaucoup plus là-dessus qu'on attendait pour notamment se désendetter. Donc là, c'est quand même une mauvaise nouvelle, parce que la croissance économique, en effet, ça crée de la valeur ajoutée. Là, comme tu le dis, c'est juste faire du pouvoir d'achat plus pour éviter d'avoir trop d'inflation et d'aider. T'as plus le Covid, tu dépenses toujours autant. Oui, mais la situation, le contexte a changé. Je suis d'accord, ça m'a scié quand même. Surtout l'extraordinaire, c'est exactement ce que tu disais comme chiffre. En gros, on va gagner 50 milliards de recettes fiscales de plus, notamment impôt sur les sociétés, TVA, liés au rebond. Oui, très bien, c'est de l'activité, ça, il n'y a pas de problème. Parfait. Et ces 50 milliards, on les a cramés dans le bouclier énergétique. Donc en fait, il n'y a même pas d'effet. On n'a même pas eu le temps d'avoir la discussion sur la cagnotte avant de la cramer. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même extraordinairement intéressant. Et donc, on va avoir Bercy. Mais on va la voir quand même. On va avoir Bercy qui va dire on tient notre objectif de 5% de déficit public. Mais en fait, c'est un jeu de bonneteau complètement dingue parce qu'une fois qu'on aura vraiment cranté le ralentissement, on peut discuter de l'ampleur. Est-ce que c'est une récession? Est-ce que c'est juste un ralentissement plus accusé que prévu? Et que les recettes vont se tarir, parce que les boîtes vont aller un peu moins bien quand même, compte tenu du niveau de conjoncture économique, et que tu auras prolongé le bouclier tarifaire en 2023, comme ils viennent de l'annoncer. Alors, c'était dans Ouest France. C'était dans Ouest France. Et l'équipe, si ça peut te rassurer pour croiser les sources. Non, mais j'attends de voir quand même ton histoire de prolongation du bouclier tarifaire. Pour janvier-février, mais pas pour l'année 2023. On va voir. Bon, pour moi, la discussion budgétaire va démarrer, de toute façon, on en saura plus. Et donc, ils vont essayer de choper de la surtaxe, ils vont essayer de choper des petites recettes ici ou là, mais ça ne règle pas le débat de quelle trajectoire on montre à nos partenaires, ça, c'est clair. sachant qu'on n'est pas dedans du tout, surtout si on ne fait pas la réforme des retraites. Alors, juste par rapport à ces dépenses... Nos partenaires sont tous logés à la même enseigne. Maintenant, au niveau européen, on a quand même tous la problématique de gestion de cette coût de l'énergie. Donc, on va quand même tous sortir... Anne-Sophie vient de le dire. Si jamais on peut se gargariser de chiffres d'inflation qui sont un peu inférieurs au reste de l'Europe, c'est qu'on arrose le sable. Les Baltes le font pas, les Anglais le font pas. Enfin voilà. Non. On ne peut pas nier les chiffres quand ça va mieux pour la France.
Toujours. Mais ça va mieux, je ne sais pas si ça va mieux, Anne-Sophie, parce que le prix, c'est le déficit. Non, je suis tout à fait d'accord, mais en comparaison sur le chiffre d'inflation. Oui. Parce qu'en effet, tu dis les 50 milliards. Non, mais il va falloir le payer plus tard. C'est la charge de la dette avec des taux d'intérêt qui remontent. Mais les autres pays ont également fait des mesures de pouvoir d'achat. Ce n'est pas que nous qui avons fait ces mesures. D'autres pays l'ont fait pour aider. Donc, je dirais qu'avec le Covid, alors après à des niveaux différents, mais on est de nouveau dans le même panier pour financer le pouvoir d'achat. Et puis l'autre élément, c'est au niveau de la croissance, de ne pas avoir de récession, parce que ce serait ça la catastrophe, c'est de dire, le problème de l'inflation, c'est que c'est excessivement anxiogène pour les anticipations. Donc de dire, attention, on a des aides, on l'a vu par exemple pour les chiffres de cet été, pour les ménages, ça permet de garder un filet de la consommation, parce qu'on voit qu'en début d'année, on commençait à avoir un fléchissement. Si on n'avait pas ça, là, on aurait un risque de récession, et là, en effet, on aurait une situation gravissime. Donc c'est vraiment dans son ensemble qu'il faut voir, c'est pas juste on a cramé 50 milliards, c'est que déjà, en effet, on n'a peut-être pas une crise sociale qui, là, je vous rappelle, a quand même une crise économique énorme. Vous l'avez vu avec la crise des Gilets jaunes. Et en plus, on a essayé de conserver l'anticipation des ménages sur l'inflation en disant continuez de consommer, même si en effet on aura cette hausse des prix qui va continuer sur l'énergie, parce que vous aurez un soutien. Anne-Sophie a raison. Moi, je me félicite chaque jour de ne pas être au pouvoir parce que ton sujet, c'est de casser les anticipations d'inflation. C'est ça ce sujet-là. Bon. Et donc, la Banque Centrale Européenne, les banques centrales de manière générale font le boulot. On peut discuter de la vitesse, on verra jeudi, ça. de la vigueur, etc., mais elles font le boulot assez massivement. En tout cas, les signaux qu'elles envoient sont vraiment importants de ce point de vue-là. Et il faut que l'État trouve des moyens d'accompagner cette transition-là. Parce que si tu ne casses pas les anticipations d'inflation, à ce moment-là, tu te retrouves avec des problèmes sociaux, tu te retrouves avec une vraie boucle salaire-inflation. Et là, tu as une vraie récession. Et là, tu n'as plus la situation de finances publiques ou de trésor des boîtes, compte tenu de leur passif et de ce qu'elles ont, qui permet d'affronter cette récession dans des conditions sereines, entre guillemets, ou classiques de marché. Enfin, les anticipations, je ne sais pas comment ça se passe toi dans tes boîtes, mais aujourd'hui, c'est clairement, c'est en train de rentrer dans tous les salaires. Tout le monde a anticipé, la population te le réclame. Enfin, moi, quand je vois la démarche de certains salariés et les taux d'augmentation qu'ils demandent, on n'est plus du tout dans le cadre. Oui, mais pas à 8-10%. Ah si. Si. Non, mais tu as la demande. Alors, après, c'est ton secteur. J'ai un secteur qui est. Mais c'est pour ça que j'en ai qui sont largement au-dessus de 10%. Mais on voit bien que derrière, c'est pas juste une démarche individuelle. Il y a la famille, il y a etc. Il y a le foyer qui a demandé de l'augmentation. Donc ça se passe partout. Et effectivement, quand tes gouvernements cassaient ce genre de démarche pour pouvoir contenir de façon générale l'augmentation des salaires, c'est un exercice qui est quand même très compliqué. En tous les cas, nous, en tant que dirigeants, pas facile les contre-arguments que tu peux donner face à ce qui se passe dans le monde et ce qu'on te met sur la table au moment des négociations, quoi. Oui, ça percute tes sujets de management, de discernement dans tes équipes, de ceux que tu veux pousser, à qui tu veux confier plus de responsabilités. Puis une fois que tu as filé 25 primes, il faut bien passer au salaire. C'est ça. Et du simple effet prix. Je suis absolument d'accord. C'est le sujet du management, sinon tout le monde serait chef d'entreprise, si c'était facile. Après, tu as les chiffres, je crois, augmentation des salaires en France, inférieure à l'inflation, à 3,3 pour le moment. Ah oui, nettement inférieure à l'inflation. Mais attends, c'est les vrais négos, en fait, elles commencent là maintenant. Maintenant, les NAO, le cycle de NAO, voilà. là. Ouais, bien sûr, absolument. On a tout dit là-dessus. Ah oui, mais non, parce que alors moi je voulais votre avis. Est-ce que je dois avouer que cette histoire de taxe sur les super profits, j'arrive pas à être contre. Ouais. Ah tu vois Anne-Sophie, j'arrive pas à être contre. Ouais, je vais y aller. Il y a effectivement, alors je sais plus quel est le terme économique, mais il y a une forme d'effet d'aubaine. Oui. Alors c'est vrai qu'en France, notre système il s'autorégule pas mal, quand même. S'autorégule et que donc l'ensemble, notamment du parc éolien, a reversé 4 milliards au budget de l'État. On rappelle que l'État est le premier actionnaire d'EDF et que les profits d'EDF, ils vont quand même pas mal dans la poche de l'État, donc du contribuable. Il n'y a pas de profit, ils ont été siphonnés dans le bouclier énergétique. Non, c'est plus les opérateurs privés d'éolien, tu sais, on avait beaucoup raconté. Et qui revendent au prix de marché. Voilà, et qui reversent à l'État. Ils ont une garantie de rachat en échange, si ça dépasse les prix, ils ont versé 4 milliards à l'État. Mais les Hollandais vont faire, les Pays-Bas, là, vont présenter une taxe sur les super profits. Donc quand les Pays-Bas le font, être plus libéraux que les Pays-Bas, ça va être dur là quand même. C'est une référence. Oui, pour moi c'est un peu le maître étalon quand même. C'est vrai que. C'est vrai que ça va à l'encontre d'une certaine doxa libérale, mais il faut quand même reconnaître l'effet d'aubaine. C'est-à-dire que quand on était dans le solaire ou dans l'éolien, il y a encore 18 mois, on vendait à 50 € et on ne gagnait pas plus. Quand on se retrouve à avoir la chance comme ça de vendre 14 fois plus cher.
C'est un coup de peau. Et ça change strictement rien à la structure de production, au salaire et à l'amortissement du matériel. Et au talent des dirigeants. Et au talent des dirigeants. Voilà. Bon, je ne suis pas hyper choqué par cette démarche-là. Donc, je te rejoins sur le principe, de la taxe en plus, ça fait un peu mal. Non, et puis, en plus, Macron avait dit plus de taxes. Oui. Mais là, alors, c'est pour ça qu'il dit contribution d'ailleurs. Contribution. Contribution. Ouais. Ça s'appelle contribution obligatoire. Toujours le champ lexical. Ouais. Contribution obligatoire sur les gains fortuits. Voilà. Et ça va être compliqué, comme d'habitude. Comme d'habitude, ça va être compliqué à paramétrer. Mais oui. Très, très compliqué à paramétrer. Parce que, exactement. L'exemple de l'Italie, qui est tout vachement intéressant, qui a dit, c'est le différentiel de TVA. Parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas attendre, comme ils avaient besoin de recettes. Ouais. L'Italie, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne pouvaient pas attendre la publication des comptes des boîtes, avec leur certification, etc., et dépôt des liasses. Donc, ils ont dit, le meilleur moyen qu'on a de qualifier ce surcroît d'activité sur toutes les boîtes qu'on veut taxer sur ces profits exceptionnels, c'est le différentiel de TVA, parce que ça montre combien ça a augmenté leur volume de vente, en euros. Et donc, ils ont taxé ça, et en fait, ils ont eu beaucoup moins de recettes que prévu. Ils ont 80 recours sur leur able. De boîtes qui disent moi je veux pas payer parce qu'en fait etc. Donc ils attendent et tout. Donc ça devait rapporter première tranche fin juin payable au 31 août, ça devait rapporter 4 milliards, ça a rapporté 1 milliard. Du coup ils se disent peut-être taxer les banques finalement c'est plus simple. Donc à la fin ça retombe sur les banques. Les pauvres banques là qu'est-ce qu'elles sont pour une fois que mon bilan se reconstitue, je peux remonter les taux, je peux remonter mes marges avec la remontée des taux. Donc ils sont pour rien. Sans défendre la finance sans visage, je peux quand même pas. Voilà. C'est Mario Draghi en Italie. Et donc le mécanisme va être quand même assez intéressant. Comme d'habitude, on risque d'accoucher d'une grosse usine à gaz et surtout le temps qu'on décide de comment on va faire. Si ça se trouve, la crise sera passée. Tu vois ce que je veux dire ? L'Agence internationale de l'énergie estime que les producteurs d'énergie européens vont réaliser 200 milliards de dollars, c'est de l'énergie, donc c'est des dollars, de surplus de bénéfices en 2022. Voilà. Et effectivement, Eni, donc le pétrolier italien, estime qu'il va payer 1,4 milliard de taxes en super profit. Mais la question quand même, Anne-Sophie, je te la pose, c'est le paramétrage, c'est-à-dire à partir de quel stade tu considères que c'est un super profit ? C'est pas simple. Alors, c'est pas simple parce que dans la littérature économique, en effet, il n'y a pas ce genre de choses ponctuellement en 10 ans. Ce qu'il faut regarder, c'est. Ouh là là, les travaux continuent. Voilà, la croissance continue dans le quartier. Vas-y, Anne-Sophie, le niveau, il faut vraiment trouver quel niveau pour que ce soit efficient économiquement. C'est ça qui est très compliqué, en effet, pour pas être dans un effet d'aubaine. Moi, c'est vrai que la question que je vois, beaucoup plus que ça, bien sûr, revoir le paramètre. Bon, après, on voit que les autres pays européens le font, donc on peut aussi s'en inspirer. On va y arriver, je pense, on veut la mettre en place. C'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est ça un petit peu, à mon sens, la vraie question qui là encore n'est pas abordée. C'est toujours, on fait la taxe, qui va payer, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et pour moi, c'est vraiment une vraie opportunité. On pourrait justement l'utiliser pour les énergéticiens investir beaucoup plus dans le développement durable, puisque l'État est aussi contraint par ses finances publiques. Donc là, c'est une aubaine, ou aussi d'investir en France. Moi, je suis assez étonnée qu'on ne parle pas plus de la politique que fait Biden aux États-Unis en disant vous achetez des produits manufacturés qui sont produits aux États-Unis, et bien en effet, vous avez des incitations et en effet, vous avez beaucoup moins de taxes. Donc on voit que tout le monde est dans la relocalisation également par le biais de la consommation et nous, on ne le fait pas. Donc là, ça pourrait vraiment être un objectif de dire très bien, on vous taxe, mais avec cet argent, vous investissez dans le développement durable ou vous produisez ou vous réinvestissez en France. Il y a quand même un petit paradoxe, c'est que tu taxes des boîtes qui ont besoin de faire des investissements massifs pour leur virage. Et tu leur enlèves l'argent. Enlève-moi Total Énergie, ils ont de la marge là. Oui. Si tu veux, mais tu vois le calibrage. Mais le calibrage est compliqué. Ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que le acheter local et subvention à l'achat local, tout le monde est d'accord. De toute façon, on est dans un pays dans un monde qui se remorcelle un peu, qui se démondialise à marche forcée ou assez vite. Sauf qu'avec nos règlements européens, on a des problèmes de distorsion de concurrence, donc normalement on doit privilégier l'Europe, c'est le fameux coup du fait que le PEA ne marchait pas avec seulement des actions françaises, ça ne marchait qu'avec des actions de l'Union européenne. Attends, juste un chiffre, parce que CMA-CGM, c'est quand même 15 milliards de profits sur un semestre. T'as quand même les moyens d'acheter des bateaux. Et Total, c'est 10,4 milliards sur un semestre. Et aux gens qui disent ça m'embête sur le plan purement du fonctionnement du marché parce qu'on crée une distorsion en taxant les boîtes, etc. Et qui disent en fait il faudrait rendre aux boîtes les jours où ça va moins bien puisqu'on leur prend quand ça va bien. Et le problème c'est qu'on leur a déjà rendu. Puisqu'on a quand même ouvert les vannes
pour sauver le... Ah non, je suis pas, je suis pas d'accord. Pas forcément les mêmes. Et tu vois, on est en train de... Non, on n'a rien rendu. Et on a compensé le fait qu'on arrêtait l'économie. Tu parles du Covid et du quoi qu'il en... Ah ben non. Attends, je suis d'accord. On a compensé le fait qu'on arrêtait l'économie. Une fois que tu as dit la décision initiale, c'est l'État. Donc il compense le fait qu'il prend une décision qui met tout le monde à l'arrêt. Ça, je suis d'accord. Et voilà. Et les comptes sont à l'équilibre. On repart. Après, je te dis, tu as la question paradoxale de je prends de l'argent à des gens qui en auraient besoin parce qu'ils ont besoin particulièrement. Ouais, mais ils en ont beaucoup. Et s'il y en a beaucoup, le sujet, c'est qu'il ne faut pas que ça dure, comme toujours. Anne-Sophie, tu disais. Là, toujours les règlements européens, il faut faire toujours attention de ne pas toujours taper sur les règlements européens, parce que même la Commission européenne a fait des propositions dans ce sens. Donc, si on est d'accord, il y a des pays comme l'Autriche même qui demandent d'avoir une consultation au niveau européen pour tout d'un coup avoir une Europe de l'énergie, c'est quand même incroyable. Donc là, en effet, comme tout le monde est touché, on va voir ses amis. Donc, si on met en place des taxes, ou en tout cas la même législation sur ces super profits, on peut aussi décider ensemble de savoir comment on les alloue pour pas avoir ces problèmes-là de distorsion de concurrence. Parce que tout le monde est dans la même situation et que, bien sûr, beaucoup de pays aussi seraient très heureux d'avoir des investissements et doivent financer la transition. Nicolas. Donc, c'est pas forcément antinomique. C'est un peu le point de Jérôme de tout à l'heure. Si on passe en économie de guerre, tu peux commencer à réglementer plein de choses, mais tu n'es plus forcément dans une économie classique de marché complètement ouverte. Mais là, on n'est pas dans non, mais attends, parce que regarde, le truc... Donc, c'est parce qu'il y a la guerre qu'on a cette... C'est pour ça que Nicolas, la suite logique. En termes d'épure libérale, tu préfères, le grand jeu de nos enfants, tu préfères une taxe sur les super profits ou ce qui est quand même une distorsion de concurrence ahurissante que l'on permet à Total avec cette remise de 20 centimes. Enfin, on l'a tous vu, moi, pas mal d'autoroutes. Les stations sur l'autoroute. Les stations sur l'autoroute, si tu avais un peu les moyens, il fallait éviter Total Énergie, quoi, parce que je trouve ça dingue en termes de distorsion de concurrence. Donc la taxe, elle est un peu plus dans l'épure, à mon avis, quand même. Mais elle taxerait également tous les brokers, tous ceux qui... J'en sais rien, ça. Bah, est-ce que tu veux dire ceux qui font de l'achat, de vente d'électricité? Non, je sais pas. Que est-ce que c'est juste les producteurs? Est-ce que c'est les brokers aussi? Ça, la discussion commence à l'échelle européenne. Oui, parce que la spéculation fait quand même que tu as des brokers qui prennent une partie de tous ces profits. Maintenant, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais là, je pense que les débats, c'est pas là. C'est de se dire, attention, il y a une situation exceptionnelle avec la guerre. À situation normale, on n'aurait pas ces super profits. On voit que c'est bien sûr, ça représente peu d'entreprises en termes de volume. C'est un secteur très spécifique, donc bien sûr que ça ne va pas être une révolution sur tous les secteurs, toutes les boîtes, etc. Mais c'est de se dire, comme les gouvernements, en effet, dépensent beaucoup pour essayer de pallier à ces pouvoirs d'achat, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais à mon sens, j'aime bien un point. Qu'est-ce qu'on en fait? J'aime bien un point de ce que tu mets en avant, c'est que on est rentré dans cette guerre en n'étant pas prêt, pour toutes les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, et finalement, comment on profite un peu de cette aubaine pour reprendre de l'avance et puis pour se construire sur les vrais enjeux du XXIe siècle. Et si on n'a eu aucune vision sur notre souveraineté, aucune vision sur notre planification électrique, est-ce qu'on pourra avoir de la vision sur la transition écologique et l'invention de la société derrière? Bon, après, j'ai un peu de mal, en regardant les mêmes qui n'ont pas été capables de planifier l'étape 1, de se dire s'ils seront capables de planifier l'étape 2. Ouais. Mais en tous les cas, j'aime bien l'idée. Bon, enfin, en tout cas, les Hollandais présenteront leur truc le 20 septembre. On aura le plan Batave contre les super profits. Ce sera le premier à lire. Voilà, donc mais ça, je vais regarder. Ah bah oui. Et moi, comment ils font, Marc Rutte. On va voir s'ils commencent par Rabobank. Les financières, c'est pas mal. Non, je crois pas que ce soit sur les banques. C'est vraiment sur l'énergie, etc. Oui, donc un mot quand même. Retour des PGE, ENCO, retour des URSSAF. Donc interview très intéressante dans l'opinion du directeur général, je crois que c'est le directeur général des URSSAF. Donc oui, ils vont commencer à reprendre petit à petit les assignations pour récupérer ce que les entreprises n'ont pas payé. Pour toutes celles, donc il y aura un plan d'apurement du passif, enfin visiblement ils vont faire ça tranquillement. Pour toutes celles qui ne respectent pas les plans ou les échéances courantes, nous avons envoyé avant l'été des relevés de dette URSSAF, les invitant à régulariser leur situation. À chaque fois, elles peuvent conclure un accord d'étalement. Si elles ne le font pas, nous procéderons au recouvrement. Un certain nombre a répondu positivement et pour celles qui n'auront pas réagi à la rentrée, nous enverrons un dernier avis amiable avant de lancer les mises en demeure. Bon, à un moment quand même,
C'est le côté banque centrale des URSSAF. Il va falloir revenir à un monde normal. Ouais, voilà, c'est ça. Quand même. Et ça me semble pas du tout illégitime de la part des pouvoirs publics, notamment parce qu'il faut bien financer notre protection sociale et qu'il y a un moment où, quand on a bénéficié d'aide, il faut quand même essayer de revenir. Sinon, on peut finir de colcoiser. Oui, voilà, c'est ça. Sinon, l'idée, c'est. Mais d'un autre côté, la posture. Attends, juste, j'ai une petite vanne parce que ça me revient. Si tu as un doute sur comment écrire URSSAF, tu penses toujours à l'URSS. Et puis... Non, elle est bien. C'est un bon moyen mnémotechnique. C'est un bon moyen. Mnémotechnique. En ce moment. Ensuite, dans les boîtes qui vont pas répondre. En France à la fin. Parce qu'ils préviennent en plus. Franchement, le dialogue avec les URSSAF, il est possible. Tu décroches ton téléphone, tu as un gars. Enfin, tu vois. Oui, visiblement. On ne peut pas dire que le service est mauvais. On peut se plaindre de comportement de certains contrôleurs, etc. Mais fondamentalement, le service est bon. Tu as toujours un dialogue possible. Ce dialogue, ils sont en train de tendre la main. Là, ils préviennent quand même vachement à l'avance. Et donc, en gros, tu auras deux types de boîtes qui vont pas répondre. Tu as les boîtes qui sont déjà mortes. Donc, elles ont, tu vois, et à la limite là, c'est le problème de la responsabilité ou de l'incompétence du dirigeant ou de la dirigeante qui n'est pas déjà en procédure, alors qu'il devrait le faire parce qu'il sait qu'il est mort et qu'il n'a pas les moyens de faire ses échéances. Et puis tu as ceux qui soit sont incompétents, ils vont oublier, et ça, je suis désolé, il y a quand même un moment où on doit payer l'impôt et les contributions sociales qu'on doit. Je crois aussi. Et dans ce cas-là, il est normal qu'il se fasse rattraper par la patrouille. J'espère juste que pour ceux qui se battent... Enfin, il est normal et peut-être même assez sain d'ailleurs. Bien sûr. On en parlait hier. Alors Erwan Tison nous disait 70 000 entreprises en trop, pardon de le dire comme ça, mais en manque de défaillance, qui sont soutenues peut-être un petit peu artificiellement. Et c'est des gens qui vivent sur la collectivité, donc c'est normal. Et puis c'est sain, parce que ça va laisser la place à des modèles économiques. Enfin, c'est un mouvement brownien de ceux qui échouent et puis de ceux qui se relancent sur un secteur d'activité donné. Donc je ne trouve pas ça malsain du tout. J'espère juste que pour ceux qui se débattent avec des difficultés encore considérables de chaîne d'approvisionnement, de réduction de marge parce que les matières premières coûtent plus cher et que ça commence à être compliqué de répercuter les hausses aux clients, etc., il y aura un dialogue qui fera que l'échéancier sera bon et que l'échéancier... si jamais il y en a qui sont en défaut, mais de bonne foi. Voilà. Mais normalement, la posture n'est pas agressive, la posture est plutôt avec la main tendue. Après, ça vaudra le coup d'écouter un peu les retours de terrain pour savoir sur toutes les boîtes s'il y avait bien une corrélation entre la posture de communication et puis la réalité. Ça, faut toujours en rester un petit peu méfiant, mais en tous les cas, c'est plutôt mieux de le lire comme ça que de façon dictatoriale. Anne-Sophie, il y a une lecture, juste parce que dans cette interview, il y a une lecture qui reste, on en parlait hier, Bruno Le Maire avait dit l'économie française est solide, et donc les URSSAF, c'est avant la COS, la Banque de la Sécurité Sociale, ils sont quand même en contact direct, il n'y a pas mieux comme indicateur. Notre dernier baromètre montre que le rythme des embauches est certes moins dynamique qu'en début d'année, mais reste très au-dessus du niveau d'avant la Covid. Les impayés des entreprises continuent à diminuer, alors même que... Voilà, l'environnement reste aujourd'hui bien orienté. Complètement, sur les indicateurs conjoncturels, tout à fait. Et c'est vrai, vous le dites, il faut aussi revenir un peu à la normale. On parle assez des paquets pouvoir d'achat et autres en disant c'est de l'exception. Donc là, c'est quand même normal de revenir dans une normalisation. Et c'est aussi un bon signal fait pour tous les indicateurs plus conjoncturels, que ce soit climat des affaires, embauche, d'avoir vraiment une vision de on revient à la normale. Donc ça veut peut-être dire aussi que ça va s'améliorer pour l'année prochaine. On attend une croissance quand même moins importante. Je suis assez étonnée en disant il faut quand même faire attention sur le terrain et autres. Quand même pendant le quoi qu'il en coûte et avec ce qui s'est passé pendant le Covid, en 2-3 jours, vous aviez des réponses, et si vous n'avez pas des réponses, vous avez vraiment eu un soutien total pour vos entreprises concernant les aides. Il y a très peu de pays, même en Europe, qui ont mis en place ce genre de mécanisme. Ah non, mais je ne dis pas que c'est impossible. Justement, je suis plutôt positif. Mais après, c'est toujours intéressant d'écouter. Depuis le début de la crise, il y a quand même une idée de dire on protège au maximum le capital productif, et c'est ce qui est fait à chaque fois. Et là, on voit pour l'inflation, les secteurs qui sont les plus touchés, tout de suite, sont quand même aidés. Donc là, il faut quand même dire que on n'est pas dans un pays qui n'aime pas l'entreprise. Oui, mais il faut que tu comprennes, Nicolas, qui est un polytraumatisé, comme beaucoup de chefs d'entreprise, et donc cette conversion assez récente, on va dire les 3-4 ans, des URSSAF à la culture d'entreprise. Ah oui, je parlais plus globalement. T'as encore du mal à y croire. Tu te dis à un moment, est-ce qu'ils vont se réveiller? Est-ce que tu vois, voilà. Quand t'es chef d'entreprise, t'es quand même. Je dis, c'est pas vrai. Il m'a parlé gentiment et il y a un peu de ça, Nicolas. C'est vrai que à certains égards, ça peut presque devenir un service, mais c'était pas comme ça qu'on vivait jusqu'à aujourd'hui. Il manque de bras d'ailleurs, on va voir, c'était une petite info, donc si vous voulez devenir contrôleur URSSAF, qui peut être un job absolument passionnant d'ailleurs, je pense. Voilà, ils font du recrutement, ils manquent de bras, et les URSSAF manquent de bras. Les deux meilleurs DRH avec qui j'ai aimé travailler,
quand je travaillais beaucoup dans l'épargne salariale, la participation, etc. C'était un qui était un ancien inspecteur du travail et un qui était un ancien contrôleur des URSSAF. Et c'était des types extraordinaires. Pour conclure... Oui, Anne-Sophie, pour conclure, la défense de notre modèle français que tu fais à la perfection. Des super profits comme les Pays-Bas et pub pour devenir contrôleur de l'URSSAF. Il y a des changements cette saison. C'est la rentrée. C'est un courrier de l'administration fiscale qui me rend 3 000 € d'impôt sur les sociétés après avoir recalculé sur une de mes boîtes. Ouais. Oui, mais enfin ça. Alors ça, ils l'ont toujours fait. Ouais, c'est un truc vraiment. Quand il y a eu la retenue à la source. Bon, attends, c'est peut-être la première fois que j'avais une erreur de calcul en ma défaveur. Parce que quand il y a eu la retenue à la source, je sais que moi, à chaque fois, avec beaucoup de tranquillité, je laissais l'administration fiscale m'en prendre un peu plus, parce que de toute façon, tu sais que ça revient. À titre particulier, oui. Moi, sur l'IS, c'est la première fois que ça m'arrive, mais c'est peut-être la première fois que j'ai un écart en défaveur. En tout cas, c'était agréable à recevoir comme courrier. Parce que tu vois, tu as toujours l'angoisse quand tu vois le courrier de l'administration fiscale dans ta boîte, là, tu vois. Au moment du virement avant de recevoir le courrier, non, sur les comptes bancaires de l'entreprise. Il faut que je le réclame. Ah oui, il faut que je coche une case et que j'envoie pour dire j'accepte le nouveau calcul. C'est les règles qui sont pénibles. Non, c'est pas si simple. Il faut que je mette un timbre et tout. Non, il y a quand même un truc là. D'ailleurs, c'est dans mon cartable. Il faut que je m'en occupe. Mais toujours est-il que quand tu reçois le truc, tu sais, toi, entrepreneur, tu as toujours un petit pincement au cœur en disant merde, un truc de l'administration fiscale, tu vois. Et là, pour une fois, c'était une bonne nouvelle, donc ça m'a mis en joie. Voilà. Ça n'a rien à se reprocher. Ça n'a rien à se reprocher. Alors ça, Anne-Sophie, tu sais. Alors, parce que Sophie, t'as pas vécu ce que vivent les entrepreneurs. Un contrôle fiscal d'entreprise, c'est un truc de fou. C'est de la provoque. C'est un truc de fou. Il nous reste quelques minutes. Pardon encore pour l'ambiance un petit peu bruyante, si jamais certains de nos propos... Bah oui, c'est la vie, voilà, on fait avec. Avec quoi on va terminer? Tiens, bah oui, puisque ce Conseil national de la refondation... Non, mais oui, c'est une évidence de dire on s'en fout, c'est une bonne nouvelle, ça n'a aucune importance, balayons ça. Ou votre esprit de contradiction est à ce point affûté que vous allez pouvoir défendre ce bousin. Vas-y. Très affûté. Contre les sanctions pour la Russie et pour le CNR, tu me fais la totale là. Là, en fait, on ne sait pas trop quoi ça sert, encore un bidule en plus pour mettre 30 bonhommes qui vont réfléchir, emmenés par le haut commissaire au plan, qui a brillé par sa prospective et sa capacité à anticiper les choses, et qui aujourd'hui va nous emmener maintenant dans la refondation avec la même clairvoyance sur le futur. Franchement, on s'en serait bien passé, donc sans doute encore un outil de com, mais des trucs de politique que je maîtrise pas très bien, mais je vois pas très bien le résultat et je vois pas où ça va nous emmener. C'est étonnant, je comprends pas pourquoi ils s'entêtent en fait. Moi j'ai trouvé ça depuis le début complètement contre-productif, pardon Anne-Sophie. Moi je trouve que le champ lexical est magnifique en cette rentrée, donc on continue avec la refondation pour... l'idée normalement c'est d'avoir une vision, toujours de moyen long terme. Donc moi c'est vrai que je trouve ça toujours bien quand on se réunit pour réfléchir, surtout en ce moment je pense qu'on en a besoin, donc voilà, je pense que en tout cas c'est pas forcément négatif. Après sur quoi ça va aboutir concrètement, voilà. Et la prospective du haut commissaire au plan, tu as vu? À une époque, normalement, on avait de la prospective dans les années 60. Mine de rien, non mais c'était important, malheureusement. Il a fait une autre erreur, c'est que normalement c'était un truc transpartisan, quasiment pas politique, et en fait, en mettant Bayrou, qui est quand même issu de la majorité à la tête du truc, il a politisé le sujet, et donc... je crois que sur l'agenda, si je reprends la séquence, il a mis Bayrou après que le président du Sénat lui a dit j'y serai pas à ton truc. Donc il s'est dit foutu pour foutu, autant donner un hochet de plus à l'autre là qui moi je peux avoir des ça c'est le genre de choses que je maîtrise pas. Oui, il me semble, je vérifierai ça, mais il me semble que c'est le président du Sénat qui a cassé le truc en disant. Et c'est intéressant quand même ce qu'il dit. Est-ce que c'est un substitut à la représentation nationale? Parce que tu dis, Anne-Sophie, normalement on a une campagne présidentielle pour réfléchir et pour définir un cap. Et ensuite on a une représentation nationale pour débattre. Et en l'occurrence là, elle est très agitée. Oui, on a une assemblée pour une fois représentative du pays et de la nation. Et dans toutes les démocraties du monde, on a un exécutif et un législatif qui sont séparés. Et c'est le dialogue entre les deux qui fait la politique. Bien sûr. Et tout ce qui entame la légitimité du Parlement ou qui cherche à le contourner est mauvais pour la démocratie. On est tout à fait d'accord. Pour moi, c'est une grossière manœuvre
qui se retourne contre le gars qui a voulu la faire, parce qu'il a voulu faire un coup de com'. Les résultats des courses, comme personne ne veut y aller, et pour une fois, je suis d'accord avec Gérard Larcher, je ne suis pas souvent d'accord avec lui, tu vois. Il a absolument raison de dire que c'est une entame de plus dans l'importance du Parlement. Et donc, soit tu dis, je veux réformer le fonctionnement de la Constitution sur le dialogue entre l'exécutif et le législatif, et dans ce cas-là, tu proposes une réforme constitutionnelle, et tu peux demander à des gens de réfléchir. On a tout à foutre quand même avant une réforme constitutionnelle, on est d'accord, non? Soit t'évites le coup de com' débile, et puis tu te prends exactement ce qui arrive, c'est-à-dire que les gens disent, j'en ai rien à foutre de ton truc pour des raisons politiciennes ou pour des vraies raisons de fond, comme Gérard Larcher, et tu te retrouves à le filer à François Bayrou en espérant qu'il t'emmerdera pas dans ce quinquennat non plus. Ce qui est sûr, c'est que ça va nous coûter cher. Mais oui, parce que ça coûte un petit peu de sous. Mais non, mais Anne-Sophie, quand même, ça coûte un petit peu de sous cette histoire, tu vois. T'as un bureau, t'as des secrétaires, t'as des trucs. T'as quoi? Tu dois avoir une 50 personnes au moins? Je crois qu'ils sont 30. 30 J'ai lu 30. 30. Voilà. Bon, ils étaient 100. Une trentaine. Enfin, c'est pas anodin. Je ne comprends pas. Ça m'échappe totalement. Pourquoi est-ce qu'il s'entête là-dessus? Le truc est cramé avant même d'avoir été lancé. Bah ouais, mais il va le faire quand même. Il va y aller. Il va lui-même. Enfin, ça va forcément lui porter préjudice d'une manière ou d'une autre, parce qu'il va se retrouver là, encore comme il le fait, grandiloquent, face à une assemblée qui se demandera pourquoi elle est là. Ouais. Et qui sera pas représentative, puisque ce qui est représentatif, c'est la représentation nationale. La représentation nationale. Bon. Non, mais pour lui, ça peut être aussi un moyen de dire voilà, j'ai un pôle, même si en effet on ne sait pas ce qui va aboutir, mais étant donné qu'il n'a plus la majorité absolue en effet à l'Assemblée, ça peut être un moyen de dire voilà, j'ai autre chose qui reconnaît ce que je fais ou qui me légitime dans mes actions. Tu post-rationalises positivement, mais je crois quand même que c'est... Non, mais c'est politique. Et alors, si en plus Bayrou se sert du tremplin pour commencer à faire entendre sa petite voix, t'auras tout perdu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est incompréhensible. Bon, réforme de l'assurance chômage, Anne-Sophie, ça a l'air d'être ça la priorité. Là, il nous reste 3 minutes, on en reparlera plus longuement demain. Avec la réforme des retraites, voilà, est quand même laissé de côté, même le MEDEF, on ne veut plus. Voilà, exactement. Donc là, l'objectif, c'est vraiment assurance chômage avec le fameux plein emploi, puisque là aussi, c'est quelque chose qui a été mis. Donc le plein emploi, je rappelle, c'est plutôt 4-5%. 7%, ce n'est pas le plein emploi. Non, mais la démarche, juste parce qu'on est au bout, la démarche de dire on est en tension de recrutement absolument partout. Donc oui, là, on peut quand même taper un coup sur l'assurance chômage. C'est pour créer des incitations. Après, le problème, quand vous regardez le profil des personnes qui sont vraiment sans emploi, donc vraiment les moins de 25 ans et surtout les plus de 55 ans dans ces profils-là, on voit que c'est souvent des gens qui sont très 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 loin du marché du travail et que c'est pas juste ce genre de réforme qui peut vraiment les ramener, que c'est plutôt un accompagnement global qui font que vous allez faire ramener ces catégories quand vous êtes à 7 ou même moins de 7% de chômage. Donc vous avez vraiment eu la baisse déjà structurelle par rapport aux qu'on pouvait avoir. En fait, plus tu es dans le dur, moins c'est un problème de comportement, et plus c'est un problème d'employabilité. Exactement. Tu vois, donc de refus du boulot. Et plus c'est un problème. C'est ce que m'expliquait Alexandre Sobo, l'ancien patron de l'UNEDIC. Là, il y a un vrai sujet en fait. Chaque semaine supplémentaire passant au chômage t'éloigne encore plus de l'emploi sur un facteur de mental de ramassage du fonds de cuve pour le sauver, qui explose marginalement. Ramassage du fonds de cuve, c'est quand même. Oui, non, c'est pas très élégant. Non, c'est pas très élégant, mais bon, ok, on a compris. On va dire le chômage structurel, ce qu'on appelle le chômage. Oui, on parle de gens, je peux aller que dans ce sens. C'est vrai qu'en ce moment, entre le sujet de l'énergie et puis le sujet de la main-d'œuvre, et la main-d'œuvre qualifiée, c'est le facteur clé de succès. Si vous n'avez pas les équipes, de toute façon, vous allez nulle part. Et c'est vraiment la bataille. C'est vraiment la bataille. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le secteur de l'emploi. Et là, je vois comment tout s'est tendu depuis 2 ans, 3 ans. Et Dieu sait que déjà dans le secteur de la tech, c'était quand même bien tendu. Mais là, aujourd'hui, c'est devenu délirant avec des salaires qui s'envolent, avec une guerre où on se pique les uns et les autres. Et je pensais qu'avec au début de l'année, comme on s'était un peu calmé avec les levées de fonds, que ça allait un peu tempérer à droite à gauche, tempère rien du tout. Ça reste pied au plancher et ça en est presque un peu inquiétant parce que c'est tellement macro qu'on ne voit pas vraiment comment on peut arriver à trouver des solutions à tout ça. Merci les amis. Et donc on se retrouve demain pour poursuivre nos débats.